Le monde politique et religieux togolais a appris avec consternation la disparition brutale, subite de Monseigneur Bénissant Bariga, le monsieur qui autrefois a été celui qui aura dirigé les travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au lendemain des crises politiques de 2005. Eh bien, cet homme qui disparaît, qui suscite les hommages de tous parts, en tout cas pour l'une des rares fois, la classe politique togolaise, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, sont unanimes en ce qui concerne l'hommage qui est rendu à cet homme. Nous en parlerons ce soir et notre invité ce soir, c'est Monsieur Paul Ameganko qui est le directeur de l'Institut Tamberma pour la bonne gouvernance. Il est un habitué de ce plateau. Paul Ameganko, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amemavo. Eh bien, Monsieur Paul, on va en parler. Entre 2000 et 2008 déjà, Monsieur Bariga Bénissant travaillait comme secrétaire et conseiller à l'Annonciature au Rwanda, au Salvador, en Côte d'Ivoire et en Israël. Est-ce que vous pensez que c'est cette expérience qui aurait certainement joué en faveur de lui lorsqu'il s'agissait de choisir l'homme qui pourrait être l'homme de la situation pour amener la paix au lendemain des événements de 2005? Sans nul doute, c'est une personnalité très dense sur le plan intellectuel, culturel, moral et même politique. C'est un grand diplomate de formation et de fonction, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, qui a officié dans des pays qui avaient travaillé et traversé des difficultés, à l'instar du Togo, et donc il a su capitaliser l'ensemble des expériences tirées de ses fonctions, mais aussi de sa vie ecclésiastique pour se hisser au sommet de la dignité nationale. C'est un digne fils du pays que le Togo vient de perdre, qui a su marquer d'une empreinte indélébile son passage à la CVJR, mais également son investissement dans la foi chrétienne au Togo et dans le processus politique que le Togo a connu. Et donc c'est avec beaucoup d'émoi que l'on a appris son décès. Je dirais que c'est une nouvelle qui a surpris plus d'un. Personnellement, je l'avais rencontré il y a quelques mois en arrière où il nous dédicaçait son ouvrage intitulé La crise d'autorité, l'abus de pouvoir. Donc, il me l'a dédicacé par ses propres mains. Et l'on ne pourrait savoir que ses jours étaient décomptés depuis lors. Il avait gardé un mental très fort, empreint d'humilité, mais aussi d'engagement. Et il a su placer à chaque fois les mots qu'il faut sur les mots qui minent nos sociétés, pas seulement togolaises, mais aussi africaines. Et il a donc incarné un pan de l'histoire nationale que personne ne saura oublier d'aussitôt. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'aura été son impact dans ces différentes crises-là que nous avons mentionnées tout à l'heure en tant que diplomate? Oui, il faut remarquer que les pays que vous avez cités tantôt, surtout le Rwanda, qui retient notre attention, est un pays qui a connu de génocide. Disons que c'est le seul pays en Afrique où le génocide a été reconnu. Et donc, ce pays a traversé une période de transition, de justice transitionnelle pour créer les conditions d'une catharsis qui permettrait de recoudre le tissu social et promouvoir la cohésion sociale dans ce pays. Et donc, la période de son magistère coïncide justement avec cette période de reconstruction du Rwanda. Et nous avons tout de suite compris que les expériences acquises dans ce pays l'ont placé dans une position capable de pouvoir gérer la situation post-2005 au Togo, une situation marquée par une crise politique, mais aussi des violences qui ont occasionné à l'époque des pertes en vies humaines et beaucoup de pertes matérielles.
et beaucoup plus naturellement, puisque le rapport n'a pas été exhaustif et que les travaux postérieurs de la CVJR ont montré que il y a eu beaucoup plus de victimes que ce que le rapport des Nations Unies avait mentionné. Mais il faut retenir que le prélat s'inscrit dans la vision de l'Église catholique, qui a su asseoir une doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église catholique repose sur un certain nombre de piliers, notamment la dignité de l'être humain, les droits de l'homme, la notion du bien commun et la destination universelle des biens, plaçant donc l'humain au centre de la prospérité universelle. La question également de la participation de tous à la vie sociale dans une approche de subsidiarité. Ça voudrait dire que chacun a la responsabilité de jouer sa partition à un niveau donné. Et enfin, la solidarité, qui constitue des principaux piliers de la doctrine sociale de l'Église, que le prélat, donc feu Monseigneur Bariga, a porté comme manteau pour pouvoir conduire ce processus de vérité, justice, réconciliation au Togo. Lorsque je l'avais rencontré récemment, ce fut en octobre, où il dédicaçait justement son ouvrage, je lui avais posé des questions. Quel est son état d'esprit en ce moment? Il y avait déjà des rumeurs sur une éventuelle révision de la Constitution togolaise. Il a su répondre en disant que, en dehors de la mise en place du Ashkroun, qu'il remarque qu'il y a eu des avancées qu'on peut dire de substantiel en 2019, lorsque la limitation du mandat présidentiel à 2 a été introduite ou réintroduite dans la constitution togolaise. Ce qui fut une forte recommandation de la CVJR. Et donc, il a reconnu comme une avancée. Aujourd'hui, il n'est plus là pour qu'on lui pose la question de savoir quel est son regard sur le changement constitutionnel qui s'est opéré et qui a induit un changement de régime politique au niveau du Togo. Bref, c'est une personnalité qui a marqué la vie politique, la vie sociale, la vie culturelle au niveau du Togo. Il est accessible. Permettez-moi de raconter une petite anecdote aussi. Je l'avais rencontré à la fin du processus de CVJR en 2012 lors d'un colloque international, et il était question de scinder les groupes en 2 lorsqu'on devrait aller au réfectoire. Et force est de constater que le prélat, vu sa position, s'est permis de se ranger dans le grand nombre. Il a refusé d'aller parmi les personnalités auxquelles était réservée la salle VIP pour le déjeuner, pour se ranger dans la queue tenant son plat, pour prendre également le plat comme tout le monde. Donc vous pouvez percevoir la hauteur d'esprit et le sens d'humilité de la personnalité. On dit qu'on ne parle pas mal d'une défunte personne, mais nous sommes en droit de dire que ce n'est pas par émotion que nous affirmons ces traits de caractère élogieux de Monseigneur Bariga. Créée en 2009, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, pilotée par Monseigneur Bariga, en ce temps-là, avait eu pour mission de faire la lumière sur les événements couvrant la période de 1958 à 2005. Alors, 15 ans après, la CVJR n'aura donc pas permis aux Togolais d'en savoir un peu plus aujourd'hui, qui est sur les auteurs et commanditaires des crimes répertoriés. Un constat partagé d'ailleurs par l'intéressé lui-même de son vivant. Mais pourquoi n'a-t-il pas réussi sa mission malgré tout ce talent de diplomate qu'on lui reconnaît, malgré la densité de l'homme justement que vous êtes en train de décrire sur ce plateau? Le contexte togolais est un contexte exceptionnel. Nous avions tous été observateurs de ce processus de vérité, justice et réconciliation, et nous avions remarqué que lorsqu'il s'était agi d'aller dans des débats contradictoires, disons de confrontation entre les présumées victimes et les présumés bourreaux, à l'époque, il y avait eu un refus systématique
La preuve, on n'avait pas vu de haut gradé militaire, par exemple, se confronter aux victimes. On n'a pas vu de haut dignitaire, donc politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, qu'il soit parmi ceux qui ont pu assumer des responsabilités à l'époque, confronter leur version avec les versions des victimes. Le processus de CVJR tel que c'était déroulé en Afrique du Sud, au Rwanda ou même au Maroc, avait connu la présence face à face des bourreaux et des victimes et avait été une période de catharsis où les pardons avaient été émis et les pardons avaient été acceptés. Les pardons émis par les présumés bourreaux et les pardons acceptés par les victimes. Et ça a permis d'accélérer le processus de cicatrisation et donc de catharsis. Au Togo, nous n'avions pas assisté à ce scénario, à cette réalisation qui permettrait justement de soigner les plaies qui étaient largement ouvertes à l'époque. L'objectif principal du processus CVJR, c'est d'abord la réconciliation, la vérité, la réconciliation, mais surtout, c'est un processus qui doit garantir la non-répétition des faits qui avaient été commis. Or, nous avons remarqué que les conditions étaient encore favorables à ce que les mêmes faits politiques qui avaient occasionné des victimes et des dégâts se reproduisent par la suite. Dans les mêmes conditions de faits et causes, des faits et causes, on pourrait dire que la CVJR n'a pas réussi à changer le paradigme politique au Togo. Parce que changer le paradigme politique, c'est de réussir à créer les conditions d'une alternance politique. Parce que ça a été au cœur des tensions politiques. C'est de réussir à créer des cadres de dialogue et d'expression pluriels sans qu'il y ait de persécution politique. Et donc, après le processus de CVJR, est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où la pluralité, où les expressions politiques sont permises? Nous disons non, parce que les manifestations politiques sont encore réprimées, les activités politiques sont interdites ici et là, les activités civiles et associatives sont encore refusées, il y a une restriction de l'espace civique. Or, la CVJR, normalement, a pour vocation de permettre à ce que le débat politique soit inclusif, apaisé, et qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour une non-répétition des faits incriminés. D'accord, mais si vous dites tout ça, et que malgré tout ça, un peu comme vous donnez des exemples, on a vu par exemple, selon vous, l'exemple c'est que dans d'autres pays, il y a eu des présumés bourreaux devant les présumés victimes. Est-ce que ici, quelque part, ce n'est pas parce que le contexte togolais est différent dans le sens où il y a les mêmes qui sont au pouvoir depuis près de 60 ans? Oui, c'est l'une des explications, mais ailleurs, il y a eu des acteurs qui ont eu le courage politique de transcender les peurs de l'instant, qu'on pourrait qualifier des peurs bleues, pour créer réellement les conditions d'une libre expression et d'une confrontation. Oui, effectivement, le maintien du même régime ne facilite pas que le processus puisse atteindre une certaine hauteur, une certaine altitude. Or, l'initiative avait été enclenchée par le même régime. Nous ne sommes pas sans savoir que c'est le régime du président Faure Gnassingbé qui a manifesté la volonté politique d'engager ce processus avec courage. C'est une recommandation des Nations Unies à la suite de la signature de l'accord politique global en 2006. Effectivement. Et donc, il y a eu quand même une volonté politique qui était à la base de ce processus. Maintenant, cette volonté politique n'a pas été suffisante ou n'a pas été manifeste tout le long du processus pour faire en sorte que la vraie catharsis soit née. Et donc, nous pourrons dire qu'il y a encore de travail à faire. C'est un legs important que Monseigneur Bariga a légué au peuple togolais. Il va falloir que les acteurs politiques et les acteurs sociaux du Togo saisissent cette occasion
pour repenser la manière dont il faut pérenniser cet acquis et aller à une réconciliation véritable qui devrait être guidée par le triptyque vérité, justice et surtout la non-reconduction ou la non-reproduction des mêmes faits. Alors, au départ, la CVJR était censée élucider les événements funestes de 2005, mais le président de la République, Faure Gnassingbé, a souhaité à ce que ça couvre plutôt la période de 1956 jusqu'à 2005, pas souci des hostilités, selon certains. Mais par contre, pour d'autres, c'est une façon pour lui d'éviter que sa famille, le nom de famille, Gnassingbé se retrouve au cœur de l'histoire du début jusqu'à la fin. Alors certains analystes, ils voyaient même des stratégies de diversion pour pouvoir noyer la vérité. Est-ce que vous souscrivez un peu à ces points de vue? Non, je ne pensais pas et je ne pense toujours pas que le fait d'élargir l'échelle du temps contribuerait à noyer la vérité et à empêcher que la réconciliation véritable soit faite. Parce que notre passé est historique et notre passé commence effectivement depuis les luttes politiques pour l'indépendance du pays. Parce que les leaders de l'indépendance ont joué un rôle important dans la naissance de l'architecture politique du pays depuis la première constitution de 1961 à ce jour. Et donc le fait d'élargir le segment de temps à 1958 jusqu'en 2005, ma foi, est une bonne chose. Parce que si cela n'avait pas été fait, on aurait pu cerner les douloureux et malheureux événements de 2005, mais aujourd'hui, on se poserait encore de questions. Quelles ont été les vérités cachées de la période allant de 1958 à 2000 ou à l'ère démocratique en 1990. Et donc, cela a permis quand même d'avoir une masse critique de données. La question qui se pose, c'est comment est-ce que ces données ont été exploitées? Dans d'autres pays, au-delà d'une commission ou d'un organisme mis en place pour mettre en œuvre les recommandations, il y a d'autres institutions qui sont mises en place, par exemple, pour incarner une justice transitionnelle. Oui, mais donc ici, il y a le H-Crown qui se charge quand même de dédommager les victimes. Oui, c'est juste l'aspect réparation. Et la réparation, on peut en parler, n'est pas pour l'instant exhaustive non plus, dans la mesure où c'est juste une réparation financière. Or, nous pensons que la réparation devrait passer également par des symboles. Il faudrait créer ou poser des actes symboliques qui pourraient regrouper l'ensemble de ces milliers de victimes qui ne s'expriment pas, qui sont, par exemple, oui, comme ériger des monuments dédiés aux victimes d'une époque ou de plusieurs époques de l'histoire de notre vie politique. Comme par exemple commuer certaines journées à de journées spéciales de célébration des victimes politiques. Nous avons la journée des martyrs, mais c'est tout à fait flou. Les martyrs sont nombreux. Les forces de l'ordre qui tombent sur les champs de bataille pour protéger la nation sont des martyrs. Mais les martyrs politiques sont spécifiques parce qu'ils sont morts pour leur opinion et leur engagement politique. Il va falloir dédier une journée spéciale pour les martyrs politiques. Et donc poser un certain nombre d'actes qui vont au-delà de la réparation financière afin de montrer qu'on a une réelle volonté de poser la fondation de la réconciliation. Mais la réconciliation passera nécessairement par une confrontation entre les présumés bourreaux
et les victimes. Si ces bourreaux et les victimes n'existent plus, on peut comprendre. C'est pour cela qu'il faudrait impérativement mettre en place une juridiction transitionnelle, une justice transitionnelle qui devrait auditionner à nouveau les personnes qui sont reconnues comme victimes et des personnes qui sont reconnues comme des présumés bourreaux. Seulement, la conclusion, ce n'est pas de les envoyer en prison, mais c'est de leur permettre de pouvoir se regarder en face, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir émettre des pardons et que ces pardons soient acceptés. Et donc, c'est un passage important. Il faut que nous ayons le courage de le faire. Parce que si c'est un passé douloureux, qu'on veut tourner la page, il faut qu'on soit capable et qu'on ait le courage suffisant de pouvoir affronter la réalité. C'est ce qui permettra de panser les plaies et de cicatriser les différentes blessures, quelle que soit leur profondeur, dans la peau et dans la mentalité des Togolaises et des Togolais. Monsieur Bengakpo, malgré l'échec de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui n'a pas encore réussi véritablement à réconcilier les Togolais, nous constatons quand même de l'unanimité autour de l'hommage qui est rendu à Monseigneur Bariga, même si de son vivant, il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Qu'est-ce qui explique le fait, par exemple, que il fasse autant l'unanimité à la fois de la part de l'opposition comme du pouvoir après son décès? Oui, je pense qu'il est difficile de prétendre qu'une personnalité aussi chargée de symboles et de prestige comme Monseigneur Bariga fasse l'unanimité. Comme on dit, même le bon Dieu ne fait pas l'unanimité. Mais effectivement, le rôle qu'il a su jouer est un rôle prépondérant. Nous avons senti à la personnalité du courage, de la capacité intellectuelle et aussi de l'humilité. Ce sont des éléments importants dans la vie d'une société qui permettent de porter une personnalité au panthéon des parangons, des références en matière sociale, en matière politique et même en matière religieuse. Cependant, nous pensons que sa vie a été relativement courte. En tout cas, l'impact, à partir du moment où il a commencé à impacter la vie sociale et politique togolaise, nous pourrons décompter un nombre d'années assez limité. Peut-être que s'il vit ou vivra encore plus longtemps, il sera appelé à prendre des positions sur les questions politiques les plus épineuses et sa fin pourrait ressembler également à celle de Monseigneur Filippo Podjoro, Fanoko Podjoro, que nous connaissons très bien, avait également fait l'unanimité à un moment donné, mais puisqu'il n'a pas vu les changements qu'il avait enclenchés à travers la conférence nationale souveraine en 1992, s'est vu ostracisé par le régime et donc est devenu une sorte de paria. Et donc, nous sommes quand même sur une trajectoire qui n'est pas tout à fait différente de la trajectoire suivie par Monseigneur Podjoro. Sauf que notre prélat est parti beaucoup plus tôt que Monseigneur Podjoro. Et donc, je ne sais pas si je dois dire heureusement, malheureusement, mais on n'aura pas eu droit à la suite de l'histoire. Mais dernière question, avant de vous laisser passer, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un homme d'église encore au Togo de la trempe de Monseigneur Bariga? Certainement. Je ne pense pas que une personne soit irremplaçable ou indispensable. Non, je n'ai pas encore de nom sous la tête, mais ce que je sais, c'est que, comme lui-même le dit, chacun fait sa part et chaque personne a une mission à accomplir sur cette terre. Et lorsqu'une personne n'est plus là, il y a une possibilité, une potentialité que d'autres personnes naissent, émergent et la remplacent. Mais il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission, comme le dirait mon invité. Eh bien, nous aussi, nous venons d'accomplir la nôtre en vous servant cette émission et j'espère que vous l'apprécierez. Et surtout, comme vous le savez, je ne peux pas vous quitter sans implorer la bénédiction du Tout-Puissant sur vous. Donc, je dirais que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais. On se retrouve dans le prochain numéro.